Donc bonjour à tous. Donc moi je suis John Freddy Elmer, je suis professeur des écoles depuis plus de 15 ans. J'ai enseigné à Paris, maintenant je suis à Rouen et depuis 5 ans je travaille sur une pédagogie dite collaborative. Et voilà, je fais de la formation aussi pour adultes, tout ce qui concerne le digital et l'intelligence collective. Merci John pour cette petite présentation. Pour débuter avec toi, je voulais commencer par un texte qui est un court extrait d'un roman qui est en cours d'écriture et on en parle après. Avec plaisir. J'étais un enfant moyen pour tout. Qualifié souvent de fainéant, je faisais le minimum et je travaillais quand cela devenait vraiment nécessaire. Le commentaire que j'ai reçu le plus souvent a des capacités mais ne les exploite pas. Mes journées passaient par l'angoisse lors des dictées, l'enfer pour apprendre une poésie, ou encore le moment de la lecture où je lisais la même ligne en boucle, agrémentée de sueur, liée à la peur des moqueries ou des remarques des camarades de classe. J'ai toujours aimé écrire, inventer des histoires, mais j'eus rarement le courage de coucher les mots sur le papier. Les professeurs et mon entourage ne remarquaient que les fautes d'orthographe avant de voir la poésie que j'avais tenté de mettre dans mes mots. Passé l'école primaire, le vrai cauchemar commença. J'étais simplement un enfant dysorthographique, dyslexique et hypersensible. La simple idée d'apprendre, de lire, de prendre la parole en public était une angoisse permanente. Pourquoi fus-je la cible pendant ces années pour mes angoisses, pour un syndrome appelé aujourd'hui Asperger, pour avoir une intelligence différente? Les années restèrent des fissures, des fêlures tout au long de ma vie. Si elles sont aujourd'hui des zones fragiles, elles devinrent des âmes avec le temps. Je conserve deux regrets. Le premier, de ne pas avoir affronté mes bourreaux qui étaient probablement tout aussi torturés que moi et qui cherchaient probablement une manière d'exister. Le second, de ne pas avoir parlé aux amis, aux parents, aux professeurs. C'est le conseil que j'ai donné à tous les jeunes que j'ai suivis par la suite. Parler, parler, parler. Alors, la première chose qui me marque, et je pense que c'est notre point commun sur le sujet d'aujourd'hui, c'est ton mal-être vis-à-vis de l'école. Donc moi, je suis un grand passionné de pédagogie. J'aime beaucoup l'école en général. Je trouve que c'est un lieu magique. Et malheureusement, ma principale découverte, c'est de voir qu'effectivement, il y a beaucoup d'enfants qui ne sont pas heureux à l'école. Donc, c'est devenu, voilà, depuis quelques années, mon objectif de dire comment on fait de l'école un lieu magique, un lieu incroyable, un lieu où on se sent bien. Et quand on lit ton texte, on entend toute la souffrance qu'il y a derrière l'école. Donc, déjà, c'est très bizarre. Et après, il y a différents éléments, effectivement. Comment prendre en compte les enfants, ce qu'on appelle 10. Je crois que la pédagogie est en train d'évoluer fortement en ce moment à ce sujet. On essaie vraiment d'analyser et du coup de comprendre comment fonctionnent les différentes intelligences. Donc ça aussi fait partie de ce qu'on appelle nous l'hétérogénéité des profils et comment cette posture d'enseignant doit changer, se modifier pour accepter et valoriser les différents profils qu'il existe au sein d'une classe. Et en même temps, parce que c'est ça le challenge, c'est de se dire comment on fait pour créer un collectif pour que toutes ces personnes différentes aient un projet commun et une envie de réussir commune. Tout à fait. Alors, je pense que là où tu as... J'aime bien tes 3 derniers mots. C'est pas parole, 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 mais c'est parler, parler, parler. Et je trouve que c'est exactement... L'école est un lieu d'échange. Donc déjà, le premier, j'ai mis du temps à le mettre en place. Le premier élément que j'ai mis en place, c'est ma posture vis-à-vis des élèves. C'est qu'on ne peut plus être le grand maître et puis les élèves, ils doivent apprendre et puis il suffit de verser le liquide du savoir dans leurs esprits. C'est de se dire comment on crée un temps de parole avec eux pour sentir un groupe, pour sentir un élève, pour sentir une ambiance de classe. Donc c'est ça déjà qui est extrêmement important. Quand mes élèves arrivent dans la classe, la première chose que je leur dis, ceci n'est pas ma classe, c'est votre classe. Donc c'est déjà leur donner
une responsabilité de collectif, de se dire, et puis après, voilà, de se dire, il est extrêmement important, je pense que c'est ce que tu as voulu aussi dire dans le texte qui a été lu, c'est que chacun doit pouvoir dire ce qu'il a dans son cœur. Il m'arrive de temps en temps d'arrêter une séance parce que je sens qu'il y a une tension dans la classe, parce que je sens qu'il y a autre chose que l'apprentissage qui influe sur l'enseignement. Donc je me dis, voilà, il est important de mettre ça. Donc c'est ce qu'on a. J'ai travaillé beaucoup sur la posture. Et une fois que j'ai réussi à transformer cette posture, le deuxième élément, ça a été de se dire comment les élèves, du coup, s'approprient, s'autorisent à échanger avec moi. Donc, du coup, quel est le cadre de fonctionnement qui fait qu'avec son professeur, on peut parler de ça, alors qu'à première vue, il n'y a pas lieu de. Donc, c'était tout ce travail-là. Et après, le secret enfin, je crois qu'un des secrets, c'est de leur donner vraiment des responsabilités aux élèves où ils se sentent acteurs totalement des apprentissages. Je crée des séances où ils étaient maîtres à 100% et entre guillemets, des fois, ils n'ont même pas besoin de moi. C'est eux qui décident, c'est eux qui vont valider les choix. Et moi, je ne fais que vérifier que le cadre de fonctionnement est bon. Mais sinon, sur le contenu, sur ce qu'ils vont rendre à la fin, ça leur appartient. Le système éducatif français, déjà, il faut expliquer rapidement ce qu'il est. C'est qu'on accorde un avantage fort à tout ce qui est grammaire, orthographe, calcul et culture générale, histoire géo, sciences. Donc, on est déjà dans un apprentissage ce que j'appelle académique. Donc, ça représente une enveloppe de temps et de sciences assez important. Donc, effectivement, on est sur une évaluation de résultats. Est-ce que j'ai bien mémorisé? Est-ce que je sais ressortir tel apprentissage? Et après, malgré tout, il y a quand même dans le BO, dans le bulletin officiel de l'Éducation nationale, tout ce qui concerne le sport, la musique et les arts en général. Mais c'est très peu, c'est insuffisant à mon avis par rapport à ce qu'on devrait pouvoir utiliser. Si on compare par rapport au système allemand ou des pays nordiques ou même des États-Unis, la valorisation de ces compétences du corps et de l'expression sont beaucoup plus importantes qu'en France. Donc, je pense qu'il y a quelque chose à instruire, à réfléchir à ce niveau-là. Comment on peut faire pour déjà dire quelqu'un qui se débrouille en sport, déjà on peut le valoriser, et en même temps montrer que la compétence de sport, il y a des apprentissages académiques. Ça, c'est quelque chose que les élèves aiment bien quand on fait des stratégies en sport collectif ou en athlétisme, qu'on relie l'apprentissage à un cours académique, donc on fait du transdisciplinaire. Ça, je pense que c'est extrêmement important. C'est là où il y a, en tout cas, une possibilité d'action pour les élèves et de comprendre davantage et d'ancrer davantage les apprentissages. Et même chose pour les arts, même chose pour la musique, même chose pour le chant. Il y a beaucoup de compétences que l'on peut travailler, où on peut être en transdisciplinarité, travailler 2 compétences à la fois, et ça donne du sens sur la réalité des apprentissages. C'est ça qui est important de se dire, quand j'ai compris le triangle, je peux le mettre en place quand on fait un jeu en triangle au basket. Quand j'ai compris les mesures de longueur, je peux les réutiliser quand je fais du saut en longueur avec les cours d'athlétisme. Et à chaque fois, cette transposition des savoirs sur une action, une expérimentation, ou comme tu disais, sur un atelier expressif, ça devient hyper intéressant parce que même chose pour les arts, quand on fait les mathématiques et qu'on voit la géométrie, on s'intéresse différemment aux mathématiques, tout en gardant, et c'est peut-être ça qui est difficile encore en France aujourd'hui, c'est de valoriser la créativité. On est beaucoup sur le faire à la manière de, inspire-toi de tel peintre, ou fais comme je t'ai montré. Beaucoup d'enseignants aiment bien faire ça. Regarde, voilà le schéma, voilà la trame générale, et tu fais comme la trame générale. Moi, je donne à mes élèves des consignes, et ils me disent, mais monsieur, à la fin, ça doit ressembler à quoi l'œuvre? Je ne sais pas. Je ne sais pas, c'est toi qui vas me dire à quoi ça va ressembler. Donc, il y a cette liberté de créativité qui devient intéressante, et on apprend aussi, du coup, à utiliser cette liberté. Est-ce qu'elle respecte les critères demandés? Si oui, tant mieux. Et à partir de là, j'ai le droit de me faire plaisir à imaginer ce que je veux. Et c'est comme ça que moi, par exemple, j'ai une élève qui m'a dit, monsieur, la poésie, je vais vous la faire en version rap. Est-ce que j'ai le droit? Je lui ai dit, Charlotte, c'est quoi mon objectif?
Elle m'a dit que je connaisse la poésie. J'ai dit très bien. La poésie, montre-le-moi que tu la connais bien, quoi. Et là, elle a mis un peu de musique rap et elle a enchaîné tout le texte en rap. À la fin, tout le monde m'a regardé, mais est-ce qu'il va valider ce qu'elle vient de faire? J'ai dit bravo, c'est très bien ta poésie, puis en plus ta créativité, elle est géniale. Donc c'est ça qui est intéressant. Voilà comment on peut donner la main aux élèves pour pouvoir s'exprimer à leur façon, avec leur monde, avec leur langage, et en même temps montrer qu'ils savent. Et d'après toi, pourquoi on a perdu ça? Parce qu'on a quand même une histoire en France d'un pays extrêmement créatif. Alors déjà, un des éléments, comme je disais tout à l'heure, c'est la difficulté, c'est ces programmes, ces fameux programmes sur lesquels on doit faire en sorte que chaque élève ait atteint l'acquisition demandée par l'Éducation nationale. Et malheureusement, ce programme, il se charge de plus en plus. Il n'a jamais été réduit. Aujourd'hui, tous les parents trouvent que c'est extrêmement important qu'on fasse de l'orthographe, qu'on fasse de la numération. On a accumulé. Il est important aussi qu'on fasse de l'anglais, il est important qu'on fasse de la piscine, il est important aussi qu'on fasse du vélo. Il est aussi important qu'on apprenne le harcèlement. Donc là, aujourd'hui, on a rajouté une nouvelle couche de l'empathie. Mais on ne dit pas en contrepartie qu'est-ce qu'on est prêt à enlever ou soulager. Donc, on veut tout garder et donc, du coup, on voit bien que le tas des apprentissages académiques et ce qu'on appelle, nous, donc les fondamentaux, ils s'entassent, ils deviennent de plus en plus conséquents et la marge de manœuvre sur la créativité, elle se réduit. Donc là, l'équilibre, c'est de se dire comment on va pouvoir faire suffisamment de sport et en même temps faire un travail sur les compétences d'empathie, sur les compétences d'harcèlement, sur les compétences, toutes les compétences qu'on va accumuler peu à peu. C'est de définir quelles sont les compétences finalement essentielles. Comme tu l'as dit tout à l'heure, moi, effectivement, je crois qu'il y a des compétences trop abstraites qu'on doit soulager, qui sont peut-être pas nécessaires en primaire et qu'on pourrait aborder après en secondaire. Mais quelles sont les compétences qui nous permettent de bien vivre le monde dans lequel on travaille? Si on dit on revient au bricolage, si on dit on revient à la couture, si on dit on revient à l'envie de jardiner, c'est des compétences qui me donnent, qui je pense donnent du sens. Mais voilà, il faut trouver le bon projet pour que ça rentre bien dans les programmes officiels. Alors aujourd'hui, le projet que nous on porte s'appelle l'école. L'école, c'est un projet qui a comme modèle pédagogique la collaboration. Je suis comme toi, je suis quelqu'un de hypersensible et j'ai une intelligence relationnelle. Et je crois beaucoup à l'importance, pour l'avoir vu dans les classes, de voir les élèves stressés, apeurés. Je ne sais pas si tu as connu cette sensation de se dire je ne sais rien, je vais rater. C'est quelque chose qui moi m'insupporte parce que je me dis comment c'est possible de voir des enfants qui connaissent très bien la leçon et le jour J ou au moment de l'évaluation, on sent tout d'un coup un stress fort. Et ça m'a beaucoup attristé de me dire on leur apprend le goût de l'effort et de temps en temps le résultat n'est pas là. Donc il y a une solution à ça, c'est de dire comment on enlève le jugement, comment on enlève la compétition au sein d'une classe. Et l'école a cet objectif de créer un modèle pédagogique où on n'est plus en compétition, mais on est en collaboration, on est en entraide, en collectif, où on se soutient les uns et les autres. Et c'est ça le point de départ de cet aspect humain, c'est l'échange. Alors cet échange, il obéit à certaines règles, donc dont on pourra parler peut-être lors d'une prochaine vidéo. Et quand on travaille en collectif, une deuxième dimension extrêmement importante, et du coup on est en lien avec ce qui est proposé maintenant par l'Éducation nationale, mais nous ça fait 5 ans qu'on y réfléchit, c'est la connaissance de soi. Comme tu l'as dit tout à l'heure, parler de qui et parler de quoi? Parler de toi qui n'allait pas bien, parler de toi qui était différent. Et donc ça, c'est comment on accepte ce que nous sommes et comment je sais qui je suis. Donc c'est extrêmement important dans l'école, dans le modèle pédagogique que nous construisons, c'est de faire tout un travail sur la connaissance de soi. Déjà, vis-à-vis de soi-même. Moi, ça fait 44 ans que je travaille dessus et c'est seulement maintenant que je commence à en comprendre les enjeux. Mais si j'avais su ça dès le plus jeune âge, je pense que j'aurais un autre vécu aujourd'hui. Donc moi, je pense que les enfants, dès le plus jeune âge, ils peuvent comprendre ces notions-là
Donc, le développement personnel, la connaissance de soi, le travail sur le collectif, comme tu disais tout à l'heure, l'expérimentation, passer par le manuel, avoir des vrais projets concrets qui se font. Et enfin, le dernier élément où on travaille du coup en lien avec les neurosciences, c'est tout ce qui concerne la métacognition. Comment j'apprends à apprendre, ce que toi et moi nous avons connu sur la méthodologie qu'on nous expliquait et qu'on nous donnait à utiliser. Là, il n'est pas vraiment à utiliser, c'est à en prendre conscience de son propre fonctionnement. Qui je suis, comment je fonctionne, comment j'apprends le mieux pour réussir à un projet. Et c'est ça qui est intéressant, de se dire, une fois que je sais comment je fonctionne, et c'est comme ça que je suis le plus performant, même si papa et maman ne fonctionnent pas de la même façon, même si ma soeur ne fonctionne pas de la même façon, même si ma voisine de classe ne fonctionne pas de la même façon, j'assume mon fonctionnement différent et je partage avec mes camarades. Et ça, c'est vraiment les moments magiques que j'ai pu connaître grâce à la collaboration, c'est qu'une fois qu'on a accepté la différence de l'autre et qu'on a un regard bienveillant, mais un vrai regard bienveillant où je te prends tel que tu es, là, on avance vraiment beaucoup plus vite. Et c'est ce qui me permet au début, moi, de mon premier trimestre, je consacre beaucoup de travail sur cette partie-là, sur comment on crée un collectif. Et une fois qu'on a ce collectif, on va très vite et on peut rattraper tous les apprentissages. Donc, l'école, c'est ça, c'est la collaboration, c'est la connaissance de soi, la métacognition et l'expérimentation. Donc, on a comme objectif de créer un premier établissement et ensuite, on crée plusieurs, d'avoir un réseau d'écoles qui ont cette pédagogie comme fil rouge pour l'ensemble des classes et pour l'ensemble des établissements que l'on va créer. Nous, on travaille beaucoup sur l'idée de se dire comment on peut évaluer, à quel moment on peut évaluer. En fait, c'est la vraie question. Comment on peut évaluer et à quel moment on peut évaluer. Je continue à croire que, par exemple, on a un objectif, c'est tout le monde à 100%. Tout le monde à 100% de réussite. Donc, tout le monde nous dit, vous êtes utopique dans votre idéologie. On dit non, c'est pas une idéologie, c'est un constat où les élèves, eux aussi, ils m'ont souvent posé la question, monsieur, est-ce qu'on peut tous réussir dans la classe? Ils m'ont déjà posé la question. Et sur cette leçon, on peut tous réussir. Et donc, on voit que une fois qu'on a soulagé les contraintes, comme tu disais, de compétition et de droit à l'erreur, tout le monde se sent capable de réussir. Et ça qui est intéressant. Je peux réussir. Et donc, du coup, c'est comment tu enclenches, comment tu fais en sorte d'avancer dans ton apprentissage pour que chacun se sente prêt à réussir et à évaluer. Et une fois que tu crées donc l'auto-évaluation, parce que tu sais vraiment définir tes objectifs, tes critères de réussite, et que tu dis à l'enfant, est-ce que tu es prêt à faire l'évaluation? Et qu'il dit oui, en fait, tu as gagné. Tu sais qu'il est prêt, qu'il va enclencher. Et donc, effectivement, il va connaître un parcours d'erreur, de réussite ou d'objectifs non atteints, mais ça le renforce parce qu'il sait que c'est lui qui va décider quand est-ce qu'il va aller à l'examen. Nous, au jour d'aujourd'hui, le système français fait que nous devons être prêts à un tel jour. On est le mode passif, on te dit, pour le 12 juin, tu as intérêt à être prêt. Là, quand on inverse le sujet en disant, quand tu te sentiras prêt, tu pourras la faire. Et ça change tout, hein. Parce que si je sais clairement ce qui est attendu de moi, j'y vais. Alors, on va pas non plus donner un laps de temps hyper large, mais si tu me donnes la possibilité, donc comme tu disais tout à l'heure, de me tromper plein de fois et que tu ne vas pas obligatoirement juger ces erreurs-là, mais chutes de temps en temps, mais que tu vas regarder, je vais te démontrer qu'à la fin, je sais, ça y est, on a gagné. On a le parcours, il est fait. C'est que j'ai pu, puisque tu ne me sanctionnes pas sur mes erreurs, tu ne me sanctionnes pas sur mon parcours qui a peut-être été chaotique, mais que moi, je te démontre que je réussis. Ça y est, on y est. Donc, c'est plus l'enseignant à terme, hein, c'est plus l'enseignant qui dit à l'élève, je vais te dire si tu sais ou pas. C'est l'élève qui dit à l'enseignant, je vais te dire si je sais ou pas. Et c'est ça qui est génial. C'est ça qui change tout, parce que du coup, moi, je ne suis plus dans une posture de celui qui coupe des têtes pour dire, tu sais ou tu ne sais pas. On est là juste pour dire, oui, je peux te dire que ce que tu m'as démontré, effectivement, ça répond à ce que je considère comme acquis. Et on l'a démontré plusieurs fois. J'ai demandé à une élève, est-ce que tu peux me rendre ta rédaction? Et elle m'a répondu tout simplement non,
parce que je sais qu'elle ne répond pas à ce que vous attendez de résultats. Et donc, je vais la refaire. Et quand je serai prête, je viendrai vous la présenter. Et c'est ça qui est hyper intéressant. Donc, elle a inversé la situation. Elle a inversé les rôles. Et elle est revenue me voir, elle me dit, voilà, la rédaction, je sais qu'elle correspond à ce que vous attendez. J'ai dit, qu'est-ce que j'attendais? Elle a énuméré les critères. J'ai dit, est-ce qu'ils y sont? Elle dit oui. J'ai dit, bon, ben voilà. Donc, leçon acquise, voire très bien acquise. Et c'est ça qui change tout, du coup, parce que, donc, comme tu le disais tout à l'heure, ton droit à l'erreur, ben, il s'éparpille et il ne fait pas mal, enfin, il fait moins mal que quand il est vécu par un adulte ou par quelqu'un d'extérieur, je pense. On est quasiment certain qu'on va ouvrir un premier établissement près de Paris. Donc, pour ceux qui sont intéressés, on va ouvrir sûrement un Rueil-Malmaison, un établissement. Donc ça, on sait qu'on va ouvrir au moins une, voire deux classes à Rueil. Et après, on souhaiterait développer encore l'ouverture de 2-3 écoles. Une peut-être en Bretagne et une autre dans le sud, parce que notre objectif, c'est en France, comme tu disais, tu as tout à fait raison, on est créatif. On a quand même cette idée on a plein d'idées. Et le principal frein, c'est qu'on a plein de gens qui ont des idées et malheureusement, leurs idées, elles meurent soit dans l'œuf, soit dans la coquille, soit trop dur, trop lourd pour arriver à terme. Et donc, moi, je rencontre beaucoup d'enseignants et je leur dis, mais j'entends que tu as presque envie de devenir directeur ou directrice. Ils me disent, ah oui, John, ça c'est mon rêve ultime, mais ça demandera trop de temps. Et je leur dis, bah, si on t'aidait sur certaines phases de construction de ton école pour que tu puisses construire ton école. Et là, ils me disent, ah, ce serait génial. Et c'est ce que nous voulons mettre en place, c'est aider, présenter un modèle pédagogique et un modèle de projet qui permettent à toutes ces personnes qui sont en France, qui ont envie de créer une école avec comme base ce que l'on propose comme modèle pédagogique, qui est un modèle, je pense, qui a du sens, qui se disent, oui, tout à fait, ce que vous créez au niveau pédagogique correspond à ce que je voudrais mettre en place, ou je voudrais modifier 2-3 éléments ou adapter par rapport à un contexte local. Mais la partie technique ou administrative, c'est difficile. Là, on lui dit, bah voilà, si c'est trop difficile cette partie administrative, on peut t'aider et on va t'aider parce que nous, maintenant, on a l'expérience de la création d'un établissement. Comme tu le disais tout à l'heure, on a connu les échecs. Et comme disait le grand Mandela, je ne perds jamais, je gagne toujours et j'apprends quelque chose. Et on a appris d'un échec d'une première construction d'établissement qu'on voulait réaliser pour diverses raisons. Et aujourd'hui, on peut accompagner des personnes qui ont envie de créer une école pour que ça devienne une réalité et non plus juste un rêve qui sommeille en chacun. Alors, les prochaines échéances, on est en plein recrutement des parents. Aujourd'hui, ce qui nous aiderait, c'est la communication. C'est que voilà, vous en parliez entre vous, que dans tous les réseaux que vous connaissez, vous disiez voilà, il y a tel établissement. Et puis que vous nous mettiez en contact si les gens veulent, n'hésitent pas à me téléphoner quand ils vont sur le site de l'école, donc l'école.éducation. Ils trouveront mon numéro et qui viennent nous poser toutes les questions parce qu'on est vraiment ouvert à tout échange. Et moi, je suis prêt à passer beaucoup de temps et consacrer le temps nécessaire. C'est vraiment la partie communication. Et si vous êtes une association, si vous êtes une entreprise, que vous avez du temps et du matériel à donner à des enfants ou un budget que vous pouvez utiliser dans votre société pour aider à un projet. Voilà, c'est ce que nous, on recherche pour pouvoir mettre en place des super projets qui donnent sens à l'apprentissage et qui font avoir des étoiles aux élèves quand ils ont fini, soit une manipulation, soit la découverte d'un métier à la ferme, parce qu'on veut avoir une ferme pédagogique, d'avoir un petit jardin potager. Donc, on a plein de projets, mais ces projets, on a besoin de subventions ou de personnes qui viennent nous aider pour savoir comment ça fonctionne. Je ne suis pas un expert de la ferme pédagogique, mais si parmi vous, il y en a un qui est prêt à me dire, John, je viens, je vais t'expliquer comment ça fonctionne. John, je viens, je t'explique certaines choses. Il n'y a pas de souci. Ce sera avec grand plaisir de vous accueillir et de vous recevoir dans l'école. Pour l'instant, à Rueil-Malmaison,
ensuite peut-être près de chez vous, et puis sinon au téléphone pour voir ce que l'on peut construire ensemble. Merci, John. Je te souhaite une bonne journée. Je suis sûr que tu as un planning ultra chargé. Merci à toi. Et peut-être à une prochaine fois sur un autre sujet avec grand plaisir. Merci. Allez, à bientôt.